Nous allons terminer l'étape de ventilation pulmonaire par le chapitre sur les propriétés résistives de l'appareil respiratoire. C'est le second volet des propriétés mécaniques. Nous avons vu les propriétés élastiques en situation d'absence de débit aérien. Nous allons maintenant voir les propriétés résistives quand le débit aérien se produit. Donc vous avez déjà vu ce schéma-là dans le précédent chapitre. La contraction musculaire, on l'a vu, doit vaincre les forces de rétraction élastique du poumon et de la cage thoracique, mais elle doit aussi vaincre les propriétés résistives avec la résistance au passage de l'air et les frottements tissulaires. Nous allons voir quelques grands principes de ces propriétés résistives qui ne s'appliquent pas que aux poumons, mais aussi au système cardiovasculaire. Nous parlerons des résistances pulmonaires, de la façon dont on peut les estimer, et nous parlerons de la relation débit-volume qui représente une des explorations fonctionnelles les plus réalisées en routine. Et puis nous conclurons par quelques remarques sur cette étape de ventilation pulmonaire. La ventilation est une condition dynamique. Et l'activité des muscles respiratoires va devoir, d'une part, vaincre l'élasticité pulmonaire, c'est à peu près 2/3 de l'activité respiratoire qui est dévouée à ça, et vaincre la résistance du système respiratoire au passage de l'air, à peu près 1/3 de l'activité des muscles respiratoires est dédiée à cette résistance. Cette résistance du système respiratoire comprend deux aspects. D'une part, les résistances tissulaires, à peu près 20% des résistances du système respiratoire, qui correspondent au frottement du tissu pulmonaire que l'on distend, et la résistance des voies aériennes, qui est fortement majoritaire, et qui correspond à la résistance à l'écoulement des molécules d'air dans les voies aériennes. Là, il s'agit de notions que vous allez revoir en physiologie cardiovasculaire, qui concernent l'écoulement d'un fluide dans un système de conduction. Ici, dans ce cours, on s'intéresse à l'écoulement de l'air dans le système de conduction bronchique, avec comme pression le gradient de pression entre l'alvéole et l'atmosphère, qui va permettre d'établir un débit aérien dans un sens ou dans l'autre. Le débit, c'est la quantité d'air qui circule dans les voies aériennes par unité de temps. Et la résistance, c'est la difficulté à laquelle l'air va se heurter pour circuler entre deux points de ce système de conduction sous l'action d'une différence de pression donnée. L'écoulement d'un fluide, quel qu'il soit, peut se faire de différentes façons. On peut avoir un écoulement laminaire, où l'écoulement va se faire de manière ordonnée, avec des molécules qui vont se déplacer de manière parallèle aux parois du conduit. On peut aussi avoir un écoulement turbulent, où là le trajet des molécules va être beaucoup plus aléatoire. Et puis, en particulier dans l'arbre bronchique, on peut avoir un écoulement transitionnel, c'est-à-dire qui mélange les deux types d'écoulement au sein d'un même conduit, ou le plus souvent à l'embranchement, au moment des divisions, des bifurcations dans le conduit, ici le conduit aérien. Alors, en périphérie, dans les bronchioles terminales, l'écoulement de l'air est laminaire. Dans la plupart de l'arbre bronchique, l'écoulement est en fait transitionnel, en particulier dès qu'il y a un petit obstacle à l'écoulement de l'air, c'est-à-dire dès qu'il y a une bifurcation. Et vous le savez du cours d'anatomie, les bifurcations sont très très nombreuses dans l'arbre bronchique. Et puis dans la trachée, surtout à l'exercice, quand le débit inspiratoire est très important, on a un écoulement turbulent vrai. Ça, c'est essentiellement au niveau de la trachée. Si l'on veut modéliser l'écoulement de l'air dans les voies aériennes, on peut le modéliser au plus près de la réalité, c'est-à-dire en considérant que l'écoulement est transitionnel. Mais pour détecter des modifications pathologiques en pneumologie, on fait des approximations et on estime que l'écoulement est laminaire dans l'ensemble de l'arbre bronchique. Donc si on veut aller modéliser le dépôt de particules de médicaments dans les différents conduits bronchiques en fonction de l'écoulement, on doit évidemment coller au plus proche de la réalité, c'est-à-dire avec un écoulement transitionnel. Mais pour ce qui nous intéresse, pour la physiologie respiratoire de base et pour l'application plus tard à la pneumologie, l'approximation à un écoulement laminaire est bien suffisante. Et on est alors dans une situation où on peut appliquer la loi de Poiseuille qui nous dit que la différence de pression de part et d'autre des points A et B d'un conduit est égale à la résistance multipliée par le débit. Donc la formule est bien plus simple et c'est celle que vous retrouverez en physiologie cardiovasculaire
pour modéliser la pression artérielle. Donc si on a un fluide d'une viscosité nue, d'une densité ρ, qui va traverser un conduit de longueur L avec un rayon R, si l'écoulement est laminaire, qui est ce qu'on décide pour l'arbre bronchique, à ce moment-là, le débit qui va s'écouler dans ce conduit va être égal à la différence de pression de part et d'autre du conduit considéré, divisé par la résistance. Et la résistance dans cette situation va être proportionnelle à la viscosité du fluide, à la longueur du conduit et inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4. Or, dans ce qui nous intéresse de l'arbre bronchique, la viscosité de l'air ne va pas varier. On peut éventuellement faire varier cette viscosité en faisant respirer un gaz différent au sujet, mais quand on fait respirer de l'air, la viscosité est stable. La longueur du conduit ne va pas être modifiée non plus. En revanche, le rayon de chaque conduit aérien peut être modifié. Donc, en écoulement laminaire, ce qui va déterminer le débit qui va s'écouler dans l'arbre bronchique, c'est à la fois la différence de pression et les variations du rayon de l'arbre bronchique. Et donc nous allons maintenant nous pencher sur ces résistances pulmonaires. Il faut bien distinguer les résistances aériennes pulmonaires des résistances vasculaires pulmonaires que nous verrons dans le chapitre sur la circulation pulmonaire. Là, on parle des résistances, de leur mesure et de leur analyse, des résistances pulmonaires aériennes. Et ces résistances, on peut les diviser en 3 types. Il y a les résistances pulmonaires totales, qui sont les résistances dues à l'écoulement de l'air dans les voies aériennes et les résistances dues au frottement du tissu pulmonaire. Et puis on peut aussi mesurer de manière indépendante la résistance des voies aériennes totales, qui est la résistance à l'écoulement de l'air dans les voies aériennes, du nez jusqu'aux conduits les plus fins, et des voies aériennes supérieures, qui sont la résistance due à l'écoulement dans les voies aériennes supérieures, c'est-à-dire entre le nez et le larynx. Et on peut mesurer cette résistance à différents niveaux, juste au niveau du nez, juste derrière la base de langue, juste au niveau du larynx. En respiration nasale, chez un sujet normal au repos, c'est au niveau des voies aériennes supérieures extrathoraciques qu'on va avoir le plus de résistance au passage de l'air, essentiellement au niveau du nez. Et lorsque le sujet respire par le nez, 50% des résistances pulmonaires sont dues aux résistances des voies aériennes extrathoraciques. La trachée et les grosses bronches sont le deuxième site de résistance au passage de l'air. Et on voit que les résistances sur les voies aériennes de plus petit calibre, des générations 7 à 23, ne représentent que 10% de la résistance totale. Alors ces générations, ça se réfère uniquement aux divisions successives de l'arbre bronchique, la génération 0 étant la trachée, la génération 23 étant les canaux alvéolaires. Je vous renvoie pour ça au cours d'anatomie. Alors, cette résistance au passage de l'air, elle va être proportionnelle au diamètre ou au rayon des voies aériennes. On a vu qu'en écoulement laminaire, la résistance est inversement proportionnelle au rayon à la puissance 4. Bien entendu, cette résistance, elle va survenir à l'inspiration ou à l'expiration. Et chez un sujet normal, cette résistance est faible. Donc le système est fait de telle manière à ce que la résistance au passage de l'air soit la plus faible possible et que donc les muscles inspiratoires n'utilisent pas une énergie trop importante à lutter contre la résistance au passage de l'air. On comprend bien avec ce petit schéma que plus le diamètre des voies aériennes est abaissé, plus la résistance va être importante au passage de l'air et qu'en revanche, quand le diamètre augmente, la résistance va diminuer. Là, je vous ai indiqué une résistance inspiratoire, mais bien entendu, à l'expiration aussi, on aura une résistance au passage de l'air. Les résistances au niveau des voies aériennes supérieures, on a vu qu'elles représentaient à peu près 50% des résistances totales. C'est essentiellement une résistance au passage de l'air à l'inspiration, avec une importance particulière pendant le sommeil, qu'il s'agisse du sommeil normal, mais aussi du sommeil qui s'accompagne de phénomènes anormaux comme le ronflement ou les apnées du sommeil.
C'est un phénomène que vous pouvez tous très bien expérimenter à chaque fois que vous avez un rhume ou une rhinite allergique. Le fait que la muqueuse du nez soit particulièrement édémaciée va faire qu'il va y avoir une résistance plus importante au passage de l'air. Le diamètre du conduit aérien nasal va diminuer, donc la résistance va augmenter. Et il s'agit d'une résistance qui est particulièrement importante à l'inspiration. Puis l'autre exemple, c'est ce qui se passe au cours du sommeil, où on voit ici le rétrécissement pharyngé chez un sujet qui passe de l'éveil à gauche de la photo au sommeil à droite de la photo. Il s'agit d'une coupe de scanner au niveau des voies aériennes supérieures, où on voit une diminution majeure du calibre du pharynx qui va entraîner une augmentation de la résistance qui sera surtout perceptible à l'inspiration. Au niveau des voies aériennes inférieures, la résistance au passage de l'air se fait essentiellement à l'expiration et ceci peut avoir une importance particulière dans des situations pathologiques que sont les troubles ventilatoires obstructifs, par exemple les anomalies qui sont la conséquence du tabagisme ou au cours de l'asthme. Voilà par exemple ce qui se passe chez un sujet asthmatique ou qui a une bronchite chronique. Vous avez tout en haut une bronche de calibre normal sur laquelle vous voyez la muqueuse à l'intérieur en rose et puis tout autour des anneaux de cellules musculaires lisses. Lorsque des sécrétions, une inflammation de la muqueuse rétrécit le calibre de la bronche, ceci va augmenter la résistance, et là essentiellement la résistance expiratoire. Et puis en bas à droite, vous avez l'exemple d'une crise d'asthme, où là on n'a pas particulièrement d'augmentation de la muqueuse bronchique, mais en revanche on a une contraction des fibres musculaires lisses qui sont à la périphérie des bronches, et ceci diminue de manière tout à fait nette le calibre bronchique et encore une fois augmente la résistance à l'expiration. Alors, ce qui pourrait paraître curieux, c'est que les voies aériennes dont le diamètre est inférieur à 2 mm ne contribuent que d'environ 10% à la résistance des voies aériennes supérieures. C'est ce que je vous montrais sur le diagramme plus tôt, où les voies aériennes de la génération 7 à 23 ne représentent qu'environ 10% de la résistance des voies aériennes. Or, pourtant, ce sont des voies aériennes dont le diamètre ne fait que diminuer. En fait, la diminution du calibre est compensée par l'augmentation très importante de la surface de section si on la prend dans sa globalité et par le fait que le débit aérien est plus faible dans cette zone-là que dans les grosses bronches. Et puis surtout, dans cette partie distale de l'arbre bronchique, on estime que les résistances ne sont plus en série comme dans les grosses bronches, mais elles sont désormais en parallèle. Et dans ces cas-là, au lieu d'additionner les résistances, comme dans la situation où les résistances sont en série, on additionne l'inverse des résistances. Et de ce fait, ces voies aériennes de petit calibre ne contribuent que très peu à la résistance totale. Nous allons maintenant nous intéresser à la relation débit-volume, qui est une façon d'appréhender les modifications de la résistance pulmonaire aérienne chez les patients. Il existe de nombreuses affections, je vous en ai déjà cité 4, qui vont retentir sur la résistance des voies aériennes. Si les différences de pression sont constantes, c'est-à-dire si les muscles se contractent avec la même force, les résistances au passage de l'air et les variations de débit vont être inversement proportionnelles. Bien entendu, si entre la première mesure et la deuxième mesure, le sujet a développé une anomalie de ses muscles qui fait qu'il ne peut pas développer la même pression, on ne pourra plus dire que les résistances et les variations de débit sont inversement proportionnelles. Mais en routine, on mesure beaucoup plus facilement le débit que les résistances. La mesure des résistances implique d'aller mesurer les pressions dans les alvéoles, dans la plèvre, en conditions dynamiques. Cela peut se faire, mais c'est beaucoup plus difficile en routine que juste de mesurer le débit. Et on peut évaluer de manière indirecte la résistance en analysant la relation entre le débit et le volume. Et ça, c'est d'une importance capitale pour pouvoir suivre des patients en exploration fonctionnelle respiratoire. En étudiant les variations de débit à différents volumes pulmonaires pendant l'inspiration et l'expiration, on peut construire des courbes débit-volume qui vont nous donner des informations sur la résistance à l'inspiration et à l'expiration.
En pneumologie, en physiologie, on est souvent plus intéressé par ce qui se passe par l'expiration. Et donc, c'est cette partie de la courbe des 8 volumes qui sera analysée avec le plus de détails. Il y a deux façons d'obtenir ces courbes que nous allons détailler dans les diapositives suivantes. La courbe d'expiration forcée spirographique que vous avez à gauche et la courbe débit volume pneumotachographique que vous avez à droite. Nous allons les revoir. Pour réaliser une courbe d'expiration forcée spirographique, il faut relier le sujet à un spiromètre et le sujet ne respire que par la bouche, il a un pince-nez pour qu'on ait la totalité de la ventilation et des volumes. On lui demande de faire une manœuvre inspiratoire maximale, d'arriver jusqu'à la capacité pulmonaire totale et puis après une courte pause, on lui demande d'expirer au maximum, de revenir au volume résiduel. Et on peut mesurer de cette manière le VEMS, qui est un paramètre très important en exploration fonctionnelle respiratoire, qui est le volume expiratoire maximal seconde, c'est-à-dire le volume qui expirait dans la première seconde de cette manœuvre d'expiration forcée. Donc on ne va pas jusqu'au volume résiduel, mais on prend la première seconde d'expiration et le VEMS est ce volume expiré dans la première seconde. Bien entendu, il dépend du volume pulmonaire de base, de la capacité pulmonaire totale, il dépend de l'âge, etc. Et donc, encore une fois, il doit être normalisé par rapport à des valeurs théoriques. Et bien entendu, on comprend bien que ces manœuvres forcées, d'inspiration forcée puis d'expiration forcée, nécessitent la coopération totale du sujet. Ce VEMS dépend donc du volume pulmonaire et une façon d'exprimer le rapport VEMS sur CV, qu'on appelle aussi rapport de Tifno, qui doit représenter 75 à 80% de la capacité vitale. Autrement dit, dans la première seconde d'une manœuvre d'expiration forcée, le sujet doit être capable de passer de la capacité pulmonaire totale à peu près 80% de sa capacité vitale. Si le sujet n'y arrive pas, c'est soit qu'il a une diminution de son volume pulmonaire, soit qu'il a une augmentation de la résistance. Voilà par exemple ce qui se passe quand on compare une courbe d'expiration forcée chez un sujet normal et chez un sujet asthmatique. On s'est débarrassé de toute la partie qui était respiration en volume courant de repos, puis inspiration maximale. On regarde juste la part d'expiration forcée chez un sujet normal et chez un sujet asthmatique. Et on voit que chez ces deux sujets, eh bien, le VEMS est très diminué chez l'asthmatique. C'est une façon de suivre les sujets asthmatiques, c'est de mesurer de manière régulière leur VEMS. L'autre façon d'appréhender la relation débit-volume est de construire une courbe débit-volume pneumotachographique. Un pneumotachographe, c'est un appareil qui va permettre de mesurer de manière instantanée le débit d'air qui rentre ou qui sort de la bouche du sujet. Donc le sujet est connecté à ce pneumotachographe, il respire uniquement par la bouche avec un pince-nez. On lui demande d'abord de faire quelques cycles respiratoires autour du volume courant, puis on lui demande de faire une manœuvre inspiratoire maximale, puis une manœuvre d'expiration forcée. Et à chaque volume pulmonaire, on peut mesurer le débit expiratoire instantané et ainsi réaliser une courbe débit-volume. Alors, on peut analyser cette courbe de différentes façons. Là encore, on s'est débarrassé de la partie inspiratoire pour ne garder que la partie expiratoire, qui est celle qui nous intéresse le plus en général. On peut déjà mesurer le débit expiratoire de pointe, le DEP ou le peak flow, qui se mesure donc au cours de cette manœuvre avec un pneumotachographe, mais aussi avec un débitmètre de pointe, qui est souvent un instrument que les asthmatiques utilisent pour suivre leur résistance pulmonaire. Cette première partie est très dépendante de l'effort. Si le sujet refuse de faire un effort ou s'il a une maladie neuromusculaire qui l'empêche d'inspirer et d'expirer au maximum, eh bien entendu, ce débit de pointe sera faussé. C'est quelque chose qui se mesure très facilement en routine. Ensuite, on peut analyser les débits instantanés en fonction du volume pulmonaire, par exemple à 75, 50, 25% de la capacité vitale sur la courbe. Sans rentrer dans les détails, le débit expiratoire de pointe et le débit à 75% de la capacité vitale reflètent surtout la résistance des grosses voies aériennes. Les débits à 50 et 25% de la capacité vitale représentent surtout l'état des petites bronches, donc représentent surtout la résistance des petites bronches. Donc avec cette mesure qui est relativement simple, en tout cas du moment que le sujet coopère, on peut avoir une idée de la résistance rencontrée par l'air
à l'expiration sur les grosses bronches et sur les petites bronches. Vous avez ici deux courbes débit-volume. La première courbe débit-volume est normale avec en haut l'expiration, en bas l'inspiration. Et la deuxième courbe vous montre ce qui se passe dans une bronchite chronique où essentiellement les petites voies aériennes mais aussi les grosses sont diminuées avec une diminution du débit expiratoire maximal, mais une diminution encore plus importante des débits instantanés à 50 et 25% de la capacité vitale. Donc avec cette courbe débit-volume qui est relativement simple à obtenir, on a des informations non seulement sur la nature des anomalies, mais aussi sur leur évolution, par exemple sous traitement. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette étape de ventilation pulmonaire qui était particulièrement dense et nous allons conclure avec quelques généralités. La ventilation pulmonaire, c'est l'étape de la respiration qui va se modifier le plus facilement pour adapter les échanges gazeux aux besoins de l'organisme. Et on reverra dans le chapitre sur le contrôle de la respiration que le contrôle de la respiration se fait par une adaptation de cette étape de ventilation pulmonaire, grâce à des modifications de la fréquence et de l'amplitude des mouvements respiratoires. Cette étape a comme particularité que l'on peut pallier à une défaillance par une ventilation mécanique, par la ventilation à pression positive que je vous avais détaillé dans un chapitre précédent. Nous avons vu ici tout ce qui concernait la ventilation. L'air pénètre dans les alvéoles. Vous avez ici un moulage de l'arbre bronchique avec en rouge le flux de l'oxygène qui va pénétrer dans le poumon. Et puis en bleu, la flèche symbolise les mouvements du gaz carbonique qui va pouvoir être éliminé vers l'air extérieur. Tout ça, c'est l'étape de la ventilation pulmonaire. Mais cette ventilation pulmonaire ne peut permettre des échanges gazeux que si elle est associée à une circulation pulmonaire bien fonctionnelle, avec du sang qui vient de tous les tissus périphériques qui va arriver dans le poumon, qui va subir des échanges gazeux et qui va repartir vers le cœur gauche chargé de sang oxygéné, ce qui est schématisé par les flèches bleues et rouges. Donc vous voyez que en face de cette ventilation alvéolaire ou ventilation pulmonaire, il est indispensable d'avoir une circulation pulmonaire et c'est ce qui nous occupera lors du prochain chapitre.